Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Voici les titres du journal. Clôture de la réunion des ministres de l'énergie de l'espace CEDEAO à Conakry. Ils ont planché sur plusieurs questions, notamment l'interconnexion énergétique entre les pays membres. C'est une première en Guinée, des forages conçus spécialement pour les animaux. Nous allons vous faire découvrir les forages pastoraux dans la région de Gawal. Agriculture à Mandiana, ils s'investissent pour beaucoup dans la production du riz, les citoyens de la localité. C'est le cas d'un fils résident qui vient de mettre en valeur 63 hectares de riz. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'AFD, Agence française de développement créée en 1941 à Londres par le gouvernement de la France libre, a fêté hier ses 75 ans d'existence. L'événement a été célébré à Paris en présence de plusieurs personnalités, notamment le président de la République, professeur Alpha Condé. Sanassi Keïta, envoyé spécial. AFD, Agence française de développement, à 75 ans. Aujourd'hui, plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont à Paris pour fêter en apothéose les 75 ans d'engagement de cette institution financière publique. Pour beaucoup de Français, l'AFD peut paraître une institution bien mystérieuse. Pour beaucoup d'Africains et beaucoup de pays dans le monde, l'AFD est bien connue car c'est souvent le seul guichet, la seule banque à laquelle il soit possible de s'adresser. Alors, je vais vous donner des exemples de ce que j'ai pu voir moi-même de l'AFD. En Guinée, cher Alpha, l'AFD a su unir ses efforts avec un certain nombre d'organisations non gouvernementales pour vaincre Ebola et financer des centres de traitement, notamment l'Institut Pasteur, et renforcer le système de santé. Au Nord Mali, pas loin du Burkina Faso, j'ai vu l'AFD redonner des perspectives à des populations qui avaient subi la soumission du terrorisme et qui ont pu retrouver des services publics de base. J'ai vu sur les rives du lac Tchad, gangrénées par la sécheresse, ce que l'AFD pouvait faire pour reconquérir l'environnement. J'ai vu l'AFD également présente dans les camps de réfugiés en Jordanie pour redonner des conditions de vie à celles et ceux qui avaient fui la guerre. François Hollande dégage les priorités de cette institution qui œuvre pour combattre la pauvreté et favoriser le développement dans les pays du Sud. Quelles sont les priorités que je veux donner à ce que l'AFD est et va être dans les prochaines années? La première priorité, c'est encore et toujours l'Afrique, parce qu'elle est une partie de notre avenir, parce que son développement est entravé aujourd'hui par les migrations, les catastrophes sanitaires, les conflits et le terrorisme. J'avais pris l'engagement que la France consacrerait au continent africain au moins 20 milliards d'euros entre 2014 et 2018. Non seulement cet engagement sera tenu, mais il sera dépassé. J'avais également souhaité que les dons soient augmentés et mieux ciblés. Et là encore, le gouvernement a décidé que les 2/3 des subventions mises en œuvre par l'AFD iraient vers les pays les moins avancés, en l'espèce les pays d'Afrique francophone. J'avais également voulu qu'il puisse y avoir des enjeux globaux, que certes l'Afrique soit la priorité, mais qu'il puisse y avoir aussi des pays qui accèdent également à l'AFD. Les pays des Balkans, l'Ukraine, là où la paix est menacée, des pays d'Asie, d'Amérique latine, là où il faut poursuivre le travail d'expertise et notamment face à ce que nous avons accompli lors de l'accord de Paris pour la préservation de la planète. Mais le premier défi, au-delà du caractère géographique prioritaire de l'Afrique, c'est en effet la préservation du climat et la biodiversité. Concernant les capacités d'intervention de l'AFD, le président de la République française rassure. Les capacités d'intervention de l'AFD seront renforcées par des fonds propres et 2,4 milliards d'ici la fin de l'année. Et en 2020, l'AFD pourra engager chaque année 12 milliards d'euros
dont 5 pour le climat. Voilà ce que signifie concrètement ce rapprochement. Le président François Hollande promet ainsi de tout mettre en œuvre pour davantage appuyer financièrement plusieurs pays africains à travers l'AFD, Agence française de développement. À Conakry, les rideaux sont tombés sur les travaux de la 11e réunion des ministres en charge de l'énergie de la CEDEAO. L'interconnexion entre les pays membres et le développement du secteur était au centre de ces assises. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre chef du gouvernement. Le point avec Adi Kamara. Le développement du secteur énergétique en Afrique reste encore une préoccupation pour les États membres de la CEDEAO. C'est pourquoi, représentants des institutions et d'autres organisations de régulation énergétique se sont donné rendez-vous à Conakry au compte de la 11e réunion des ministres en charge de l'énergie de la CEDEAO. Face aux nombreux défis à relever, ils veulent voir ensemble comment valoriser les potentialités énergétiques de la région. La CEDEAO est à une étape de son histoire où l'accès à l'électricité des populations rurales et les plus démunies doit devenir une priorité si nous voulons atteindre la vision 2020 de la CEDEAO, d'une CEDEAO des États vers une CEDEAO des peuples. Des progrès significatifs ont été réalisés dans l'atteinte de cet objectif et peuvent être relevés ici. Des milliers de kilomètres de lignes d'interconnexion, des centaines de mégawatts de production électrique et des dizaines de communautés rurales transfrontalières électrifiées qui ont été réalisées et qui sont en cours de réalisation. Cette réunion fait suite à une rencontre des experts et d'autres acteurs du secteur où il a été question d'élaborer des documents qui mettent en filigrane la mobilisation des ressources destinées au financement des programmes et projets de réalisation des infrastructures énergétiques. Il est important de porter à votre attention que nous prévoyons d'ici 2020 la mise en service de la centrale hydroélectrique de Swapiti de 450 MW qui devrait porter la puissance installée actuelle de 578 MW à 1018 MW. D'autres barrages sont également en cours de développement, tels que Amaria 300 MW, Fomi 90 MW, le couple Franconedou-Kobedou 100 MW, Zegbela, Touba et Daboya, sans compter beaucoup d'autres mini- et micro-centrales dont les études sont soit réalisées, soit en cours de réalisation. Le faible taux d'accès durable des populations à l'énergie, tant en milieu urbain que rural, amène les politiques et les partenaires techniques et financiers à mettre en place des stratégies capables d'améliorer l'offre en matière d'énergie. La mise en place de structures solides au niveau régional et la mobilisation d'importants investissements ont permis d'obtenir des acquis certains dans le domaine énergétique de notre région. Nous devons ensemble soutenir et dynamiser ces actions de notre communauté, car le chemin qui reste à parcourir vers un accès universel à l'énergie est encore long. Les attentes des populations de notre région en matière d'énergie demeurent encore nombreuses, avec des implications fortes sur le développement socio-économique de nos États. Pour viabiliser des programmes et projets déjà ciblés, les chefs d'État de la CEDEAO comptent créer un marché régional de l'électricité et de la promotion des énergies renouvelables. Ceci pour renforcer le système et améliorer l'offre énergétique au bénéfice des consommateurs de la région. Le projet de construction de 10 000 logements sociaux en Guinée se verra bientôt concrétisé. Ils seront bâtis sur les sites de Kétaya et sur la Corniche Sud. L'État guinéen a déjà paraphé le contrat avec l'entreprise Citram EGK chargée de piloter le projet. Sur le terrain, les premiers équipements sont déjà arrivés à bord d'un navire au port autonome de Conakry. Reportage Mamadi Gassama, Mohamed Alpha Baldé. Le premier navire de Satram EGCA vient d'accoster au port autonome de Conakry. À son bord, un important lot d'engins et de matériaux de construction. En posant son arsenal sur le sol guinéen, la société vient matérialiser son engagement vis-à-vis de l'État guinéen quant à la construction des logements sociaux en Guinée. Vu les délais imposés par le président de la République, le premier respect que nous pouvons donner à nos autorités, c'est de montrer à nos partenaires et à l'État guinéen que nous sommes une structure sérieuse. Nous respectons les délais imposés par le président de la République.
ceux qui envisagent vraiment pour la suite des événements par rapport aux travaux, les choses seront faites dans les délais imposés par l'État. Le contrat prévoit la construction de 10 000 logements sociaux. Les domaines devant abriter ces édifices sont les sites de Keitaya et le long de la Corniche Sud. Pour la mise en œuvre du projet, toute une gamme d'équipements est prévue. Pour le matériel qu'on a ramené aujourd'hui, vous avez une drague de 20 000 chevaux pour tout ce qui est remblai de sable. Donc, une grue de 80 tonnes, vous avez un chargeur, vous avez 2 pelles, une remorque, un porte-char et 2 conteneurs, donc 2 conteneurs pour les pièces. À ceci aussi, nous avons prévu un déploiement de d'autres navires de plus grande capacité. Inch'Allah, ils sont prêts à partir. Nous sommes dans une opération de chargement au Gabon. En s'engageant dans cet ambitieux projet, le gouvernement entend améliorer le plan d'urbanisation de la ville de Conakry, mais aussi offrir aux citoyens un meilleur cadre de vie. Après Kerouané, la ville de Mandiana, dans la ferveur des festivités de l'an 58 de l'indépendance du pays, plusieurs chantiers sont en cours de réalisation dans la ville. Certains sont achevés et d'autres pas encore. En tout cas, une mission conjointe du ministère de l'administration du territoire et des grands projets sillonne les différents sites pour évaluer le niveau d'exécution des travaux. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Mohamed Lamine Kamara, Abdulrazak Kassouma. Dans la commune urbaine de Mandiana, plusieurs infrastructures d'intérêt public sont engagées. Ces réalisations sont faites au compte du 57e anniversaire de l'indépendance nationale. La mission conjointe de supervision des chantiers de la région de Kankan est dans le Ouassoulou. Dans cette cité, la délégation a visité tous les chantiers programmés. On a compris que les travaux ont été suivis. Il y a vraiment la qualité, tout le monde est content. Je trouve simplement que certains chantiers sont en retard et ils ont pris l'engagement de les achever. La préfecture de Mandiana est dotée de 15 infrastructures de qualité pour consolider ces bijoux offerts par le président de la République à travers la fête tournante du 2 octobre. Les autorités se disent satisfaites et promettent de créer toutes les conditions pour leur entretien. Quand l'État vous offre un tel bijou, vous avez obligation morale, intellectuelle, citoyenne d'entretenir ce bijou. Et j'y verrai personnellement à l'entretien de ces bijoux que le président de la République met à la disposition de la population guinéenne. Des édifices comme le bloc administratif, la gendarmerie, le commissariat de police et autres s'inscrivent dans la politique de restauration de l'autorité de l'État dans cette localité. Ici, le délai de finition de tous les chantiers en retard est prévu pour la fin du mois de décembre. Un défi pour les entreprises concernées. L'actualité, c'est aussi la visite de terrain du ministre en charge de l'hôtellerie. Kernos Mandialo s'imprègne des réalités au niveau des chantiers hôteliers. Il est aussi question d'apprécier la qualité des services offerts dans les différents établissements. L'hôtel Sheraton Grand Conakry fait partie des lieux visités. Reportage Ousmane Ba. La volonté du professeur Alpha Condé de doter la Guinée d'infrastructures hôtelières décentes se concrétise. Ici, c'est bel et bien Conakry. Cet hôtel 5 étoiles du groupe Sheraton est aujourd'hui l'un des rares dans la sous-région. Il comprend 269 chambres avec des suites royales et présidentielles. Toute une fierté pour le département de tutelle en visite de terrain. Vous avez vu l'architecture, vous avez vu l'hôtel. Je crois que quand on fait le tour de l'Afrique, c'est l'un des plus beaux. Non seulement sur le point de vue du site, mais sur le point de vue des aménagements et la qualité du travail qui a été fait. Les chantiers hôteliers ont été aussi visités. Il s'agit de Panorama Business Hotel, Hôtel Onomo, Azalai Hotel et Hôtel Rivera en extension. Certains établissements opérationnels étaient également dans l'agenda du ministre. Il s'agit de Zambezi Hotel, Grand Hôtel Central de Conakry et le Grand Hôtel de l'Indépendance qui a besoin de rénovation. Nous allons tout faire pour qu'il y ait une reprise, une rénovation, une reconstruction de cet hôtel pour que ce soit un hôtel haut de gamme. Un hôtel aussi bien placé que celui-là, et s'il n'est pas rénové, il n'est pas
reconstruit. Je pense qu'à court terme, nous irons sans doute vers la fermeture. C'est ça la vérité. Mais je pense qu'à la fois le président de la République et le ministre vous a aussi dit, toutes les autorités sont décidées à accompagner cet hôtel qui, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'au moment où je vous parle, malgré un taux d'occupation très faible, nous sommes l'hôtel qui emploie le plus de personnes. Parmi les chantiers, c'est à Azalai Hotel que les travaux traînent. Au cours du décapage, un accident survenu sur le site avait occasionné l'arrêt des travaux. Sécurité à Mamou. Un protocole d'accord vient d'être signé entre les différentes composantes sociales. Le document contient des réflexions sur la sécurisation de la région. L'objectif est d'éradiquer la criminalité qui a refait surface à Mamou. On en sait plus avec Alia Kamara. Les parties signataires de ce document recommandent la réactivation rapide des cellules de sécurité au niveau régional et préfectoral. Le centre opérationnel qui est ainsi mis en place a la charge de coordonner les activités de ces différentes cellules. Les 12 points adoptés au cours de cette retraite seront remis à toutes les couches socio-professionnelles de la région pour faciliter la lutte contre les coupeurs de route et la criminalité qui sévit dans la région. Au terme des discussions, il est convenu ce qui suit. 1. La mise en place immédiate d'un centre opérationnel mixte au sein duquel tous les signataires du présent protocole sont d'office membres. Le siège est fixé au groupement de la gendarmerie de Mamou. 2. L'échange des informations à temps opportun. La protection de l'anonymat, des sources et autres auteurs de dénonciation. Globalement, les habitants de Mamou vivent dans la peur. La mise en place de ce centre opérationnel devrait dissiper cette psychose et renforcer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Récemment, le tribunal de première instance de la région a reçu l'habilitation de juger les affaires criminelles et une dizaine de dossiers est déjà en instance. La dernière fois, lorsque nous avons été à Conakry, nous avons eu l'honneur de rencontrer M. le ministre de la Justice et on a posé ce problème de Mamou. Et il nous a promis qu'il allait entrer en contact avec la gendarmerie pour que nous ayons une force mobile sur place qui pourra sincèrement nous aider dans ce que nous faisons. Alors il y a environ 2 semaines, nous avons reçu effectivement une brigade mobile qui est arrivée et qui travaille sur le terrain. À partir de 22 h déjà, des patrouilles sont organisées et au jour d'aujourd'hui, on a pu mettre main sur une dizaine de suspects. Mais ce travail de sécurisation de la région implique la participation des citoyens. Les citoyens guinéens doivent être des acteurs dans la lutte contre la criminalité. Vous avez vu les femmes, les jeunes de Mamou, y compris la société civile, qui se sont joints aux syndicats pour venir faire un protocole d'accord avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Ça veut dire déjà qu'il y a une motivation, un engagement, une détermination de la part de chacun des citoyens de Mamou et pourquoi pas ceux des autres régions. Le centre opérationnel est mis en place et devra compter sur toutes les composantes sociales de la région pour la remontée des renseignements. Un numéro vert sera ainsi mis en place pour recueillir les appels des citoyens. C'est une première en Guinée, des fourrages conçus spécialement pour des animaux. On les appelle des fourrages pastoraux, une innovation du projet régional de gestion durable du bétail ruminant endémique en Afrique de l'Ouest. Ils sont pour le moment installés dans la préfecture de Gawal. Les précisions avec Abdoulaye Diallo. Les fourrages pastoraux, une première en Guinée. Des points d'eau aménagés qui servent d'abreuvoir aux animaux pendant la saison sèche. Avec une profondeur de 74 mètres, chaque forage produit 105 mètres cubes d'eau par jour grâce à un système de pompage photovoltaïque. Ils sont conçus pour une capacité d'accueil de 3 à 5 000 têtes par jour. L'objectif, c'est d'abord assurer l'abreuvement normal des animaux qui permet de maintenir leur santé et d'assurer leur productivité. Et deuxièmement, c'est de permettre de fixer les éleveurs et de limiter les conflits. Parce que c'est avec le déplacement des troupeaux qu'il y a conflit avec agriculteurs et éleveurs. Donc, vous voyez, on les a implantés dans des grandes zones d'élevage où parfois sur un rayon de 3-4 km, il n'y a pas de village. Donc, les animaux, anciennement, c'est des points de regroupement d'animaux autour des mares, mais qui tarissent au fil de l'avancée de la saison sèche. À Gawal, l'implantation de ces forages pastoraux est un défi relevé dans la modernisation de l'élevage. Cette année, le taux de mortalité des animaux a chuté.
Les éleveurs ont bien accueilli ces innovations. Nos animaux ne sont plus maigres. Chez nous ici, on ne fait plus la transhumance. C'est pourquoi nous nous sommes organisés en comité de gestion pour pérenniser ces acquis. Chaque éleveur ayant un troupeau fait une cotisation de 100 000 francs par mois. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de payer le gardien et faire face à l'entretien des infrastructures. Ce jour, une mission de contrôle de la BAD est venue apprécier ces forages. La Banque africaine de développement est le principal bailleur de fonds de ces aménagements étendus à plusieurs autres infrastructures. Il s'agit par exemple de la mini-laiterie et de l'aire d'abattage. Ce que je ressens à la fin de cette mission, c'est que le projet B doit continuer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on s'arrête là. Parce que les acquis que nous avons eus sur le terrain ont besoin d'être pérennisés dans le cadre de quelque chose de plus grand encore qui va répondre aux besoins des populations, aux besoins de l'autosuffisance alimentaire, aux besoins des femmes, aux besoins des hommes, aux besoins des éleveurs et aux besoins de toute la sous-région. La réalisation de ces forages est l'un des résultats atteints par le projet régional de gestion durable du bétail ruminant endémique en Afrique de l'Ouest. Ils sont au total 10 forages réalisés sur tout le territoire guinéen, 4 à Dinguiraye et 6 à Gawala. 2 sites d'intervention du projet où l'accès à l'eau est difficile en saison sèche. Restons dans le pays profond, précisément à Kankan, où le fleuve Milo fait l'objet de nombreuses agressions du fait de l'action de l'homme. Vous allez le constater, il est aujourd'hui menacé de disparition si l'on y prend garde, car il sert de nos jours de dépotoir d'ordures. Reportage Mohamed Alpha Baldé. Symbole historique de la région de Kankan, le Milo présente de nos jours un visage peu reluisant. Les activités anthropiques des populations le long du fleuve jouent fortement sur la prospérité des nombreux écosystèmes dont regorge le Milo. En plus de la fabrication des briques cuites sur ses berges, ce fleuve est assimilé à un dépotoir d'ordures. Ces pratiques hostiles à la santé environnementale s'expliquent surtout par le manque de formation à l'éco-citoyenneté. Fleuve qui aujourd'hui est en train de perdre ses bords, ses rives. Les rives deviennent de la boue, et tout simplement parce que les populations n'ont pas encore une éducation dans le sens de sauver ces écosystèmes, parce qu'ils n'ont pas pu faire la liaison étroite entre leur vie propre et l'existence de ces écosystèmes. Voilà le magnifique fleuve Milo, menacé par-ci, par-là. Un peu plus loin, à la rentrée du centre urbain, la rivière Kokoudonou dans le quartier Bordeaux. Là aussi, le constat est alarmant. La rivière a perdu son lit. Le Centre de recherche et de documentation environnementale de la Haute-Guinée envisage des mesures correctives pour sauver la rivière. Dans une semaine, nous allons inviter les hommes, les femmes du quartier pour qu'ensemble, les forces s'ajoutent et qu'on nettoie le lit de cette rivière pour que l'hivernage qui arrive trouve le lit très libre, très propre. La circulation du lit se fera essentiellement et l'écosystème peut être même dans un état de conservation. En Guinée, la région de la savane est l'une des plus touchées par le changement climatique. Des mesures d'adaptation et d'atténuation s'imposent pour limiter les effets négatifs du changement climatique dans cette partie du pays. Et puis, avant de poursuivre ce journal, ce communiqué, la Banque centrale de la République de Guinée a l'agréable plaisir de porter à la connaissance du public que le programme de retrait des anciennes coupures de 5 000 francs, série 1985, 1998, 2006, 2010, 2012, est réaménagé ainsi qu'il suit.
De novembre à décembre 2016, les anciennes coupures de 5 000 conservent leur pouvoir libératoire sur toute l'étendue du territoire national. Elles sont recevables dans le règlement de toutes sortes de transactions commerciales et dans l'inspection de toute forme de créance sur un agent économique. Du 1er janvier au 31 mars 2017, les détenteurs de billets de banque en ces coupures peuvent les échanger sur toute l'étendue du territoire national auprès de la Banque centrale à son siège et dans ses agences et représentations ainsi que des guichets des banques commerciales et des institutions de microfinance. Du 1er au 30 avril 2017, les institutions de microfinance déposent leur encaisse auprès de leurs correspondants bancaires respectifs à la Banque centrale, reçoit les versements en coupures démonétisées des banques commerciales à ses guichets de l'intérieur du pays et à son siège à Conakry. La clôture définitive de l'opération de démonétisation des anciennes séries de 5 000 est portée au 30 avril 2017, signé la Banque centrale. Pour apporter plus de précision à ce communiqué, je reçois sur ce plateau le gouverneur de la Banque centrale, M. Luceni Nabi. Bonsoir, Monsieur le gouverneur. Bonsoir, Adèle. Nous venons de faire lecture de ce communiqué. Monsieur le gouverneur, qu'est-ce qui a prévalu à cette décision de retrait de ces anciennes coupures? Merci beaucoup, madame, pour l'opportunité que vous m'offrez une fois de plus de parler du retrait des anciennes coupures de 5 000. Je dois dire tout simplement que cela répond à la préoccupation majeure qu'a la Banque centrale de jouer un des rôles que la loi lui confère, à savoir l'assainissement de la circulation fiduciaire. À tout moment, la Banque centrale doit être à même de pourvoir l'économie et le public en billets valides, sains, propres, nets. Maintenant, en dehors, au-delà de cette mission d'assainissement de la circulation fiduciaire, il y a aussi la nécessité d'adapter les billets qui sont en circulation en tenant compte de toutes les nouvelles générations d'éléments de sécurité pour faire en sorte que le plus possible ces billets ne soient pas susceptibles d'être falsifiés. Donc c'est pour sécuriser les nouvelles coupures. Sécuriser les nouvelles coupures et introduire plus de clarté aussi dans la circulation, avec le redimensionnement auquel nous avons procédé dans toute la famille des biens pour essayer de faire en sorte que les coûts de fabrication puissent être les plus optimales possibles. Voilà, impératif d'assainissement, impératif de clarté, impératif de coût, impératif de sécurisation plus forte. Jusqu'à quelle date, monsieur le gouverneur, ces anciennes coupures sont-elles valables? Ainsi que le communiqué l'a indiqué, les anciennes coupures de 5 000 de 1985 jusqu'à 2012 gardent leur pouvoir libératoire sur toutes les années du territoire national jusqu'au 31 décembre 2016. Au 31 décembre 2016, les populations, le public, tous les agents ont la possibilité d'acquérir toutes sortes de biens avec ces coupures-là sur les marchés, les supermarchés, les stations d'essence et un peu partout où l'usage de la monnaie fiduciaire est nécessaire. Après le délai du 31 décembre, qu'est-ce qui va se passer, monsieur le gouverneur? Après le délai du 31 décembre, ça c'est extrêmement important la question que vous posez. Le public a encore la possibilité d'échanger ses billets au guichet de la Banque centrale, ici à son siège et dans les agences à l'intérieur du pays, au guichet des banques commerciales ici à Conakry et à l'intérieur du pays, au guichet des institutions de microfinance ici à Conakry et à l'intérieur du pays. Donc il n'y a pas de péril à la demeure, que tout le monde reste tranquille. Nous avons assez de temps pour que les coupures de 5 000 en ces anciennes évolutions-là puissent être échangées pour tout le monde. L'opération est conçue de telle sorte qu'il n'y ait de perte pour personne. Donc essayons de reprendre les choses en main et avec la sérénité nécessaire, disons-nous que tout le monde sera servi le moment venu. C'est quoi le deadline du 31 mars? Le 31 mars, au 31 mars, vous, moi, le citoyen lambda qui aurait par devers lui des coupures anciennes, il peut aller dans toutes les banques, dans toutes les institutions de microfinance pour avoir les nouvelles coupures. C'est vrai que les banques et les institutions de microfinance ont aussi un mois, du 1er au 30 avril, pour transférer à la Banque centrale les encaisses en ces anciennes coupures-là. Et donc la date du 30 avril est la date de clôture officielle de l'opération retrait des anciennes coupures des billets de 5 000. Merci, monsieur le gouverneur, pour ces précisions. Merci, madame.
Ce journal se poursuit. Éducation des centres d'alphabétisation de proximité pour les populations des collectivités rurales. C'est une initiative de l'ONG Synergie et Développement. Le geste vise à mieux informer les communautés à la base. Reportage Mamaïsata Kamara. En dépit de nombreux programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle à la base, plus de 65% de la population guinéenne est encore analphabète. Conséquence, certains concepts sociaux de base comme la démocratie, les droits humains et la citoyenneté sont méconnus. Pour relever ce défi, l'ONG Synergie et Développement mène des campagnes de sensibilisation. L'objectif est de permettre aux populations à la base d'être informées sur certaines notions fondamentales leur permettant de mieux participer au processus démocratique en Guinée. Ce projet titré Création et gestion des centres d'information de proximité est un projet qui a bénéficié de l'attention et de l'appui financier du Fonds des Nations Unies pour la démocratie et qui a pour objectif principal de mettre en place un dispositif efficient, dynamique et pérenne d'accès à l'information pour les citoyens en matière de démocratie, de droits humains, de consolidation de la paix et de citoyenneté. Des centres d'éducation des populations sont implantés déjà dans les 8 régions administratives du pays. Une manière d'offrir aux citoyens un dispositif rapproché et pérenne d'accès à l'information sur leurs droits et devoirs. Les premières activités que nous avons mises en place, c'est l'identification des structures au niveau local avec qui l'ONDCD va travailler. Ça, c'est au niveau des 8 régions administratives. Ensuite, nous avons recruté et former les animateurs qui vont conduire les activités au niveau de chacun des CIP régionales. Ces animateurs sont au nombre de 3 par CIP. Ça signifie que dans l'ensemble, nous avons les 24 animateurs au compte de ce projet. Ce projet est financé par le Fonds des Nations Unies pour la démocratie à hauteur de $225 000 américains pour une durée de 2 ans. Son exécution devrait permettre aux citoyens à la base d'être désormais mieux informés sur l'actualité et le processus démocratique en Guinée. La Guinée dispose depuis hier d'un document sur la politique nationale de protection sociale. Des experts venus de la sous-région ont contribué à son élaboration. L'ambition du gouvernement est de mettre cet instrument de lutte contre la pauvreté au profit de tous les Guinéens. Reportage Mohamed De Camara. Au 2e jour du Forum régional sur la protection sociale, les experts venus des pays ouest-africains apportent leur expérience à la Guinée. La toute nouvelle politique nationale de protection sociale, considérée comme un instrument de lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité, se veut inclusive. Actuellement, nous sommes en révision de nos textes pour pouvoir mettre en place vraiment des mécanismes très légers qui permettent de conduire aisément la politique de protection sociale. La nécessaire synergie entre tous les acteurs de la protection sociale. Cela veut dire quoi? Une fois le document adopté, il ne devrait plus avoir des interventions parcellaires. On doit mettre en place un cadre institutionnel où tous les acteurs de protection sociale se retrouvent, définissent les programmes et mettre en œuvre des mesures pour la bonne réalisation de ces programmes-là. L'élaboration de ce document est une chose, sa mise en œuvre en est une autre. Les techniciens guinéens apprécient l'expérience reçue pendant les échanges. Comme eux, ils ont tiré déjà des leçons par rapport à ces dispositifs-là, nous aussi, nous allons essayer de capitaliser ça pour ne pas tomber dans la même erreur qu'eux. Leur politique est validée depuis des années. Ils sont dans le cadre de la mise en œuvre. Les suggestions qu'ils sont en train de faire maintenant, là, nous allons prendre acte de ça et voir. On ne va pas dire qu'on va copier à 100% ce qu'ils sont en train de faire, mais on va actualiser ça, adapter ça à notre pays. Le document en question est déjà transmis au chef du gouvernement pour être remis à l'Assemblée nationale pour son adoption les prochains jours. Identifier des pistes de solutions et des insuffisances des années passées au compte du Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose dans notre pays, c'est la toile de fond de l'Assemblée générale des acteurs intervenant dans la lutte contre ces pandémies. À cette occasion, ils ont présenté les résultats de leurs actions sur le terrain, tout en énumérant les perspectives pour les 3 prochaines années. Reportage Kiano Maroufba Algassimouba.
Principal défi de ces assises, élaborer de nouvelles stratégies permettant à la Guinée de procéder à une utilisation efficiente des fonds octroyés par le Fonds mondial dans la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. Pour les 3 années passées, la Guinée a bénéficié de 130 millions d'euros du Fonds mondial. Les différents bénéficiaires ont, à tour de rôle, exposé les activités menées par son programme et énuméré de nouvelles pistes d'orientation. L'instance de coordination nationale du Fonds mondial dans la lutte contre ces 3 maladies en Guinée semble bien cerner les défis des années à venir. Nous sommes en décembre et c'est le moment de faire le bilan de ce que notre organisation a fait comme contribution à la lutte contre les 3 maladies en Guinée. Donc nous avons réuni ceux qui exécutent les programmes avec l'argent du Fonds mondial. Nous avons réuni aussi les partenaires qui nous aident. Nous avons réuni également les programmes nationaux qui bénéficient de ces activités et bien sûr les techniciens pour discuter un peu de ce qu'on a eu comme résultat, et quels sont les problèmes et quelles sont les grandes lignes des actions pour 2017. Autour de cette table, ces acteurs impliqués dans cette lutte réfléchissent sur le nouveau financement du Fonds mondial pour les activités des 3 prochaines années. Les conclusions de ces assises sont attendues le 15 décembre. Je pourrais dire qu'il y a des améliorations qui pourront être faites pour l'utilisation de fonds, mais cela veut dire tout simplement une accélération des activités afin de pouvoir disponibiliser les fonds pour les populations en besoin. Le montant de l'appui sera annoncé d'ici le 15 décembre, mais le Fonds mondial sera toujours un partenaire clé dans le domaine de la santé pour la Guinée pour les prochaines années à venir. La subvention pour les 3 prochaines années de ces activités de prédilection de l'institution internationale va s'articuler sur les besoins du pays. Des besoins qui se résument aujourd'hui à l'éradication de ces 3 maladies qui continuent à faire des victimes dans le monde. Agriculture dans la région de Mandiana. Ils s'investissent pour beaucoup dans la production du riz, les citoyens de la localité. Leur ambition est de rendre compétitive cette production sur le marché international. À cet effet, Elhadj Modifine Diané, un fils résident, a mis en valeur 63 hectares de riz, une manière pour lui d'adhérer à la politique d'autosuffisance alimentaire. Bakary Bamba Kondé. Après la saison des pluies, c'est le temps de la récolte en Guinée profonde. Dans le village de Loïla, situé à 25 km du centre-ville de la préfecture de Mandiana, un fils du terroir procède à la récolte du riz. Il s'agit du riz de type Dissibagbe ou le riz du pays. En temps normal et à chaque année, 2223 sacs de riz de 50 kg sont attendus dans ce champ après la récolte au dire du cultivateur. Je suis très content d'avoir le tas de riz qui était stocké. Je suis très content. Il faut que nous travaillions dans ça, mais je ne serai pas découragé. Pourquoi pas découragé? Parce que l'État nous a donné, surtout la Chambre de l'agriculture du Conakry. Et la Chambre nationale, ça donne de l'engrais. Et il m'encourage. Il nous envoie. Le ministère de l'Agriculture aussi, il nous encourage. Donc il faut qu'on donne encore. Je serai plus fort encore l'année, c'est plus mieux que cette année. Contrairement à l'année dernière, cette année, les perturbations pluviométriques et quelques difficultés financières ont eu un impact sur le rendement. À chaque récolte, les villageois de Loïla trouvent leur ration dans ce champ par Elhadj Modifine, ainsi que les cantines scolaires de Suntungana et autres villages à travers le PAM. L'apport de ces champs est énorme. Le tout n'est pas consommé dans sa famille, mais il y a une répartition que lui-même il a le calendrier. Donc Mandiana s'attend à un très bon résultat parce qu'ils en ont beaucoup là-dedans. L'objectif visé par le Sénésamo de Wassolo, comme on l'appelle ici, est d'aider les populations guinéennes à se passer du riz importé d'ici quelques années. Et puis ce communiqué, l'unité de gestion du programme du Comité national de pilotage de la réforme du secteur de sécurité informe les différents acteurs que la 10e session de la commission d'orientation stratégique, initialement prévue le vendredi 9 décembre 2016, est reportée au mercredi 14 décembre 2016 à 10h au Palais Sékou Touré, sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président de la République, président de la commission d'orientation stratégique. Ils sont conviés les
les présidents des institutions républicaines, les membres de la commission d'orientation stratégique du Comité national de pilotage de la réforme du secteur de sécurité, les ambassadeurs des pays et institutions internationales impliqués dans la réforme du secteur de sécurité en Guinée, les experts nationaux et internationaux impliqués dans la réforme du secteur de sécurité. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de chacun et de tous est vivement souhaitée, signé le bureau de presse de la présidence de la République. Cet autre communiqué, la cérémonie d'inauguration du marché Hermakono dans la commune de Matam, prévue le vendredi 9 décembre 2016 à 11 h, est reportée au samedi 10 décembre 2016 à la même heure. Voilà, ce communiqué aussi est signé du bureau de presse de la présidence de la République. Et pour terminer, direction la ville de Farana qui vient de se doter d'une nouvelle mosquée précisément à Bantou. Les travaux sont financés par les fils ressortissants du terroir. La nouvelle maison de Dieu vient d'être inaugurée pour le plus grand bonheur des fidèles musulmans de la localité. Souleymane Ba. Vieille de plus de 100 ans, cette mosquée de Bantou dans la préfecture de Farana est totalement rénovée aujourd'hui. Une initiative des 4 et fils ressortissants de la localité. Plusieurs d'entre eux manifestent le sentiment d'un devoir accompli. C'est un acte qui donne l'exemple. Donc nous aussi et les autres, nous devons imiter pour contribuer au développement, surtout sur le plan religieux. Et même à part ça, d'autres actions pour développer notre contrée et toute la Guinée aussi. Il faut signaler l'extension de cette mosquée. Cette extension a consisté à la construction du logement du gardien qui n'existe pas dans les temps. Ensuite, à la construction d'un bloc de latrine de 3 cabines, de la clôture qui n'existait pas et que surtout qui a été l'objet de la demande des jeunes ressortissants de Bantou qui ont eu vraiment la bonne volonté. Au lieu de seulement rénover la clôture, ils ont préféré faire tous les travaux ensemble. Avec 2 minarets, cette maison de Dieu a une capacité d'accueil de plus de 500 places. L'édifice ouvre enfin ses portes aux fidèles musulmans. L'occasion d'accomplir les prières est un exercice de haute portée pour les religieux de Bantou. Et tout le monde sait ce que c'est qu'une mosquée, la maison de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance de faire cette mosquée. Mais Dieu a fait que Bantou a pu faire encore une mosquée de plus pour la Guinée. C'est un réconfort, c'est encore un réconfort. On dira aussi merci à toute la population de Bantou. Aujourd'hui, mon premier rêve, c'est de faire de ce village Bantou une sous-préfecture, une commune rurale. Et donc de constituer toutes les infrastructures nécessaires pour assister l'autorité pour la faisabilité rapide de ça. Organisés en association depuis quelques années, les 4 et ressortissants de Bantou contribuent au développement de leur localité. L'année dernière, ils ont pu obtenir de l'État le financement d'un pont qui relie Bantou à Kanserea, ce qui a favorisé le désenclavement de cette localité du Sankara. Actualité africaine au Ghana, les électeurs sont dans l'attente ce jeudi des résultats de l'élection présidentielle et des législatives, des élections couplées qui se sont déroulées sans incident majeur. Je rappelle que 7 candidats sont en lice pour ce scrutin, dont l'actuel chef de l'État, John Dramani Mahama, à la tête du pays depuis 2012. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous serez avec Alia Kamara. Moi, je vous dis bonsoir et à très bientôt.